Dans cette vidéo, j'aimerais m'intéresser à l'oscillateur harmonique. Alors, l'oscillateur harmonique, c'est un concept qui revient très souvent en science parce que dans la nature, vraiment, c'est partout. Et même parfois, des systèmes plus complexes, on peut les approximer avec un oscillateur harmonique. Donc, pour comprendre l'oscillateur harmonique, on peut le modéliser comme ça. On a un ressort. Attaché à ce ressort, on a une masse M comme ceci. Ici, j'ai représenté 3 positions possibles de notre oscillateur harmonique pour essayer de bien comprendre pourquoi on va placer nos axes d'une certaine manière pour résoudre ce problème. Donc, notre oscillateur harmonique, il peut être à la position d'équilibre comme ici. Donc, la position d'équilibre, c'est l'élongation du ressort pour laquelle le ressort va rien faire. Si j'ai un ressort comme ceci, si je commence à le tirer plus que comme ceci, eh bien, il y a une force qui va vouloir le ramener à sa position d'équilibre qui est cette élongation. Si le ressort, je le compresse comme ceci, alors il y a une force qui va le tirer pour le remettre à sa position d'équilibre. Donc, j'ai représenté ces 3 situations ici avec ces 3 petits dessins. Là, on a un ressort qui est plus haut que sa position d'équilibre. Donc, la force du ressort va venir dans cette direction pour le ramener à la position d'équilibre. J'ai noté ça FR pour force du ressort. Ici, on est en dessous de la position d'équilibre, donc il va vouloir l'amener vers le haut, le ressort. Alors, pour simplifier, on va pas prendre la gravité ici, je vais faire une autre vidéo avec la gravité. Donc, maintenant qu'on a ces dessins, on va comprendre pourquoi le choix des axes est important pour résoudre ce type de problème. En fait, si on met notre axe à la position d'équilibre, c'est très simple de résoudre le problème. Vous verrez pourquoi. Donc, mon axe, je vais le mettre comme ceci, simplement. Je vais appeler ça l'axe X. Et le 0 de notre axe X, il est ici à la position d'équilibre. Donc ici, je mets le 0. Maintenant, la force qu'exerce un ressort, donc FR ici, elle est donnée par moins kx la plupart du temps. Et en fait, ce x, ici, il va représenter notre position comme on a placé les axes comme ceci. Mais ce x, il faut faire attention à pas toujours le prendre comme ta position. Ce x, il représente l'élongation de ton ressort, ton décalage par rapport à la position d'équilibre. Si ton décalage par rapport à la position d'équilibre est de 0, donc tu es ici en L0, eh ben, cette force sera de 0. Donc, tu vois bien que c'est ce x qui doit valoir 0 pour que cette force vale 0. Et ce k, c'est une constante qui correspond à la force du ressort. Tout dépend de la matière en laquelle il est fait ou des choses comme ceci. Donc, c'est une constante de laquelle il ne faut pas te soucier. Donc maintenant, on peut appliquer Newton avec ceci, mais il faut se demander que représente l'élongation de notre ressort ici avec notre système d'axes. Donc, l'élongation de notre ressort dans ce cas-ci, on voit que c'est simplement notre position X. Parce que on est monté en X ici plus haut que 0. Et c'est exactement l'élongation de notre ressort. Et ici, c'est exactement la même chose. C'est notre position X qui va nous donner l'élongation de notre ressort. Et donc, on peut simplement faire notre bilan des forces dans la direction de X, que j'ai noté M fois l'accélération en X, égale moins kx. Un bon réflexe à avoir, c'est de se demander, est-ce que cette force vaut bien 0 à la position d'équilibre et est-ce qu'elle va dans le bon sens pour mes 2 autres situations, quand je suis en dessous et au-dessus de la position d'équilibre. Donc ici, si on regarde la force que donne le ressort, si je suis à la position d'équilibre, mon x vaut 0. On regarde sur l'axe ici, effectivement, à la position d'équilibre, mon x vaut 0. Donc, l'accélération sera nulle, ce qui est correct. Il n'y a pas de forces qui sont exercées à l'équilibre. Si on est ici au-dessus, alors mon x sera positif et donc ma force sera négative avec ce signe moins. Et si on est négatif, on va vers le bas par rapport à notre axe, donc c'est correct, notre force est dans le bon sens. Et si maintenant on est en dessous de notre position d'équilibre, ici, on est négatif dans les x, on est en bas de l'axe ici, et donc on aura un négatif dans le x et le signe moins ici devant, et donc notre force sera positive, donc vers le haut, et on voit qu'effectivement la force est vers le haut pour ce cas de figure. Donc
ce petit truc, ça te permet de voir si tu as bien exprimé ta force en fonction de tes actes. Maintenant, qu'est-ce qui se serait passé si mon axe, je l'avais mis autrement et j'avais mis la coordonnée 0 ici, au point d'attache de mon ressort? Alors j'aurais dû exprimer ma force d'une autre manière. Comme je le disais, à la position d'équilibre, il faut que ma force soit nulle. Donc ici, en L0, il faut que ma position soit nulle. Donc en x égale L0, il faut que tout ça, ça donne 0. Or ici, si je fais moins k fois la position en x, donc L0, ma force, elle n'est pas nulle. Et donc pour ceci, il faudra soit faire x moins L0, ou alors L0 moins x. Maintenant, ces deux cas-là, pour savoir lequel choisir, il faut voir si ça fonctionne au niveau des signes avec ces deux autres forces. Donc, si on regarde x moins L0, si maintenant je suis en L0 moins k x moins L0, ça fonctionne. Si x vaut L0, alors ma force vaut 0. Maintenant, si x est positif, donc si x est ici, il est plus grand que L0, donc ce terme sera plus grand que 0, et donc ce signe moins va faire que c'est négatif, donc vers le bas, ce qui fait que x moins L0, c'est correct. Si à l'inverse, on s'était trompé, on avait pris L0 moins x, donc moins k L0 moins x, alors ici, pas de souci, en L0, elle vaut bien 0, mais on aurait l'effet inverse si je suis là, donc supérieur à L0, ce terme serait plus petit que 0, donc négatif, donc il viendrait annuler le moins qu'il y a ici devant, et on aurait une force vers le haut, donc ça voudrait dire qu'on serait comme ceci, ce qui est pas normal. Un ressort, il va nous retirer vers la position d'équilibre. Donc, c'est cette petite technique pour voir dans quel sens va les forces, ça te permet de trouver facilement si tu dois mettre x moins L0 ou L0 moins x. Donc on voit que ce cas-là, c'est pas le bon. Donc si je redessine tout bien, avec ce qu'on a trouvé, ça donne ceci pour la force, avec ici des parenthèses. Et ici, c'est exactement la même chose. On aura un x négatif, donc un x plus petit que L0, ce qui fait que ce terme sera plus petit que 0. Et donc, il viendra annuler le moins qu'il y a ici devant. Donc, au final, ma force, elle sera positive. Et une force positive, c'est une force vers le haut. Et c'est effectivement le cas. Quand je suis en dessous de la position d'équilibre, la force doit être vers le haut. Donc voilà, c'était la petite aparté pour montrer comment faire si tu n'avais pas placé tes axes de la bonne manière. Il faut bien faire attention à ce signe des forces. Maintenant, pour la suite de la résolution, je vais revenir au cas plus simple quand on était malin pour placer nos axes, où on a simplement moins k fois x comme ceci. Donc maintenant, il faut appliquer la loi de Newton comme souvent en mécanique. Et donc, on a la masse fois l'accélération, ici je vais préciser qu'on est sur l'axe X, comme ça on n'a pas besoin de s'embêter avec des vecteurs, qui vaut la somme des forces, donc moins k fois x. Et donc ceci, on peut le réécrire que la dérivée seconde par rapport au temps de la position qui dépend du temps est égale à moins k sur m fois la position, comme ceci. Alors je vais me faire un peu de place en déplaçant ceci. Peut-être qu'on va devoir revenir dessus, donc je vais le garder quand même à portée de main. Et donc maintenant, on a cette équation différentielle. Alors le but de cette vidéo, c'est pas de t'apprendre à résoudre des équations différentielles, mais ici, l'intuition que tu peux avoir, c'est de te dire que la dérivée seconde d'une fonction, donc de la position, elle est proportionnelle au négatif de cette fonction. Donc il faut te demander quelle fonction sa seconde dérivée est proportionnelle à elle-même négativement. Et ces fonctions-là, c'est les fonctions trigonométriques. Donc, le sinus et le cosinus. Parce que si je dérive le sinus deux fois, j'obtiens moins sinus. Si je dérive le cosinus deux fois, j'obtiens moins cosinus. Alors, je sais que maintenant, ça dépend vraiment des établissements de comment on doit résoudre ça.
nous, on avait droit à la formule générale. Alors, soit c'est une somme de sinus et de cosinus, soit c'est juste un sinus. Nous, on utilisait la formule générale de A fois sinus de oméga t plus phi, qui est un déphasage. Et maintenant, la question, c'est de se demander, donc ceci, c'est la position en fonction du temps. Et la question, c'est de se demander que vaut A, que vaut sinus de oméga t, que vaut phi. Et donc, il faut remplacer cette solution-là dans notre équation différentielle pour trouver ces différents arguments. Alors, pour pouvoir faire ça, on va faire un peu d'ordre ici. On a ces deux équations-ci qui sont nos équations de départ. Pour simplifier, on va déjà calculer la vitesse. Donc, la vitesse en x en fonction du temps. La vitesse, c'est la dérivée de la position. Ici, ce sera oméga fois a fois cosinus de oméga t plus phi. Maintenant, si on veut calculer l'accélération, donc a de x de t, on doit redériver ceci et on obtient moins oméga carré fois a fois sinus de oméga t plus phi. Maintenant qu'on a tout ça, on peut remplacer l'accélération dans notre équation différentielle ici. Donc, on a la dérivée seconde de x de t, donc l'accélération. Ceci, c'est ce qu'on a trouvé ici. Donc, on duplique, hop, ici j'ai oublié un petit signe égal. Et c'est égal à moins k sur m de la position. Et la position, c'est ceci. Donc, on duplique. Et voilà. De cette équation, on peut simplifier le a, simplifier sinus de oméga t plus phi, sinus de oméga t plus phi, et simplifier le signe moins. On trouve que oméga carré est égal à k sur m. Et donc, oméga, c'est racine de k sur m. Donc avec ce développement, on a trouvé un premier paramètre de notre équation qui est ce oméga. Donc on a trouvé oméga qui vaut racine de k sur m. Je vais le mettre ici en bleu. Maintenant, on doit chercher les autres paramètres de notre équation. Si on s'intéresse à ce phi ici, souvent il est assez compliqué à trouver s'il y a une vitesse initiale pour notre oscillateur harmonique. Ici, on va admettre que la vitesse initiale, c'est 0. Donc, la vitesse en x à t égale 0, ce sera 0. Souvent, la position initiale, la vitesse initiale, enfin toujours, vont vous permettre de calculer ces paramètres parce qu'ils vont dépendre des conditions initiales. Le seul qui ne dépend pas des conditions initiales, c'est ce oméga qu'on vient de calculer. Donc, si maintenant ma vitesse initiale, c'est 0, ça voudrait nous dire que ceci à t égale 0 doit valoir 0. Donc, si je le duplique, je le prends en t égale 0. Donc, ici, je dois mettre fois 0. Ça, c'est ma vitesse à t égale 0. Et elle doit valoir 0. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? C'est que pour que tout ceci vale 0, alors soit a vaut 0, mais ça voudrait dire qu'en tout temps, la position vaut 0, ce qui n'est pas possible. Ou alors, ce cosinus ici vaut 0. Donc on a oméga fois a fois cosinus de oméga fois 0, donc 0, plus phi, donc cosinus de phi, égale 0. Ici, on trouve que le cosinus de phi doit valoir 0, et donc phi vaut pi sur 2. En soi, c'est pi sur 2 plus k fois pi, mais on a juste besoin de trouver une valeur de phi possible. Et donc, on a trouvé notre deuxième paramètre, qui est ce phi ici. Et maintenant, il nous reste à trouver a, et a va être donné par la position initiale. Donc, la position initiale, on va admettre que c'est x0. Donc, j'ai noté x à t égale
0, on va la noter x0 et on va admettre que c'est une valeur connue. Donc ça nous donne que a fois sinus de oméga fois 0 plus le déphasage ici, c'est x0. Donc on le connaît maintenant, ceci, et donc ça nous donne a fois sinus de pi sur 2 égale x0. Sinus de pi sur 2, on sait que ça vaut 1, donc on trouve que a égale x0. Et donc finalement, avec notre équation différentielle et nos conditions initiales, on a pu trouver tous les paramètres nécessaires à écrire notre équation du mouvement. On a finalement x de t qui vaut a sinus de oméga t plus phi. Et donc, si on remplace avec les valeurs qu'on a trouvées, ça donne x0 fois sinus de racine de k sur m fois t plus pi sur 2. Donc maintenant, pour avoir encore plus d'intuition sur cet oscillateur harmonique, j'aimerais qu'on voit comment affectent les différents paramètres l'équation de notre position. Donc, on va s'intéresser à quel effet a A ici, quel effet a ce oméga et quel effet a phi si on graphe la position au cours du temps. Donc on est maintenant sur Desmos et j'ai fait le graphe de A fois sinus de oméga x, ici x représente le temps, plus un déphasage. Donc on a notre axe temps qui est l'axe horizontal, qui est l'axe x, et notre position qui est l'axe y. Si on regarde l'impact de oméga, si je l'augmente, j'aurai des oscillations en fait de plus en plus rapides. Donc comme ceci, on voit que ça compresse en fait nos oscillations. Si je le diminue, mes oscillations deviennent de plus en plus larges, comme ceci. Donc je vais revenir à un oméga comme ceci pour qu'on voit l'impact des autres paramètres. Maintenant, si on regarde l'impact du A en fait, c'est l'amplitude de nos oscillations. C'est en fait la valeur maximale, que ce soit positif ou négatif, où on peut aller. Ici, on a A égale 1, donc on voit que le maximum et le minimum, c'est 1 et moins 1. Si maintenant j'augmente A, on voit que je vais pouvoir aller plus haut dans mes oscillations. Et en fait, le A, souvenez-vous, quand on a résolu l'équation, c'était notre position initiale. Donc si on part avec un ressort très allongé, on va pouvoir aller à des oscillations bien plus hautes et basses, en haut et en dessous de la position d'équilibre. Donc on peut voir le cas extrême quand je pars de ma position d'équilibre, ça veut dire que A vaut 0, et ben j'ai pas d'oscillation, parce que mon ressort, il a aucune raison d'osciller, il est à la position d'équilibre. Par contre, si je pars de A égale 2, par exemple, alors je pars ici en 0 de 2, je vais descendre jusqu'en moins 2, remonter en 2, redescendre en moins 2, etc. Et donc ça, c'est ce que représente le A. Maintenant, que représente le phi, ici que j'ai noté O? Alors, c'est un petit peu plus abstrait, parce que il affecte, souvenez-vous, il dépend de la vitesse initiale, donc il affecte surtout l'équation de la vitesse. Mais ici, je l'ai mis à pi sur 2 pour que ça représente le problème. Si maintenant, je le mets arbitraire et je le prends comme un slider comme les autres valeurs, alors si je fais varier O, ça va simplement faire un déphasage, ça s'appelle donc déplacer de gauche à droite mes oscillations. Donc ici, c'est quelque chose qui est un peu plus dur à se représenter, mais voilà l'effet que ça donne sur le graphe. Les points importants à souligner, c'est vraiment cette amplitude qui correspond à ma position de départ, qui va me dire à quelle taille auront mes oscillations de haut en bas, et ce oméga qui régit la fréquence des oscillations. Donc si j'oscille très rapidement, je fais beaucoup d'oscillations par seconde, ou alors si j'oscille très lentement, si je fais des oscillations très larges dans le temps. Donc voilà, j'espère que tu as un peu plus compris comment résoudre un problème dans lequel il y a un oscillateur harmonique, aussi toute l'intuition qui se cache derrière ces équations. Et j'en profite pour dire que si tu veux me soutenir et si tu as aimé la vidéo, les liens pour me soutenir sont en description.